gros adieux en grand sur mosaïque. Il existe plusieurs façons de partager l'amour que l'on porte à sa région. Par le chant, l'écriture, la poésie, Francine Wilzeil partage cet amour par la broderie, une passion venue de l'enfance transmise par sa marraine et sa tante. Son sujet de prédilection, l'Alsace. Chef d'entreprise pendant plusieurs années spécialisée dans la collecte de déchets médicaux, Francine prend une retraite anticipée pour se consacrer entièrement à ses passions, la photo, les voyages et la broderie. Et c'est en vrai pèlerin qu'elle aborde les marchés aux puces. Elle chine pour recueillir et rassembler dans un musée tout ce qui fait l'âme de la broderie alsacienne traditionnelle. Francine a sauvé de l'oubli plus de 700 motifs. Francine Wilzeil veut léguer aux générations futures ces motifs de broderie qui font l'histoire de l'Alsace. Après plusieurs déménagements, cette sarregueminoise de naissance vit à Échaud, dans la banlieue strasbourgeoise, où de concert, elle loue des chambres d'hôtes qui sentent bon le linge d'antan dans la pure tradition alsacienne. En projet d'autres livres de broderie avec peut-être des motifs anciens de broderie lorraine. Bienvenue entre les lignes. Aujourd'hui, je vous propose une émission littéraire un peu différente des autres. Le livre en question ne tient pas du roman ni du documentaire. Il ne raconte pas une histoire au sens littéral du terme, comme on l'entend communément. C'est une autre façon de raconter l'histoire d'une région en conjuguant deux passions, l'Alsace et la broderie. C'est cet art de vivre en terre alsacienne, mis en scène par Henri Lux sur la vaisselle de sarreguemines prénommée Aubernais, que Francine Wilzeil, on dira Francine Zeil, reproduit en motif de broderie sur le linge de maison. Bonjour Francine Zeil. Bonjour. Alors donc vous dites vous-même à un moment, je suis plus douée pour broder avec du fil qu'avec des mots. D'ailleurs on devrait dire cette émission entre les fils. Par exemple, oui. C'est ça. Alors c'est un véritable exercice de style là, d'avoir écrit ce livre. Disons que c'est vrai que ça ne coule pas toujours de source. Et heureusement qu'il y a les nuits. Finalement, c'est ce qui permet de enfin remplir les pages. Parce que souvent tout est prêt en broderie. Et puis je me dis, quel est le fil du livre ? Et comment je vais raconter quelque chose qui va intéresser à la fois le lecteur et la brodeuse. Alors le livre s'appelle l'Alsace brodée selon Henri Lux. Alors c'est vrai qu'à un moment, ce livre il sent le kouglof, le pain d'épices, le linge d'antan, et on trouve plein de choses dans ce livre. Je l'ai voulu un peu didactique sur l'Alsace et j'avais envie de donner à d'autres gens qu'à des Alsaciens purs l'envie de regarder mon livre, de lire mon livre, de voir des choses un peu sympas sur l'Alsace. Il fallait trouver un autre fil que la broderie pure, parce qu'une revue de broderie, on peut en acheter à 5 € dans n'importe quel magasin, mais un livre de broderie, il faut qu'il ait un peu plus pour donner aux gens l'envie de l'acheter, quoi. Alors j'ai regardé, en fait j'ai compté les motifs de broderie, il y en a, en résumé, il y a 30 motifs à broder dans ce livre. Il y a 7 recettes, notamment du pain d'épices aussi. Et il faut rappeler et beaucoup d'histoires. Parce qu'en fait, cette broderie que vous faites, où vous reproduisez donc ce qu'on trouve sur le service Aubernais, raconte des histoires. En fait, oui, Henri Lux a fait les dessins. Moi, j'ai repris ses dessins en broderie, mais en recherchant ce qu'il y avait derrière le dessin. La maison, pourquoi la maison, qu'est-ce qu'il y avait derrière la maison, quelle était l'histoire du village. Ça fait à la fois un livre de broderie et un petit guide sur l'Alsace. Exactement, et c'est pour des choses, pour des villages à visiter, pour des idées pour les gens. Et on retrouve des maris qui disent le livre me plaît. Alors que c'est un livre pour les femmes. Alors comment vous avez rencontré Henri Lux ? Bon, il est de deuxième partie du 19e siècle. Ouais. Et comment vous l'avez rencontré ? En fait, Henri Lux, j'ai eu en cadeau mes premières assiettes par mes parents, qui eux l'avaient hérité. Donc on avait eu une assiette à Noël, une tasse, etc. Sauf que moi, j'aimais pas du tout ce service. Donc, je l'ai offert à des cousines qui habitent le Nord, qui, elles, étaient ravies. Dans un deuxième temps, j'ai racheté des assiettes un jour à une brocante, et des tasses.
Arrivent mes cousines de Charente, je leur offre les tasses. J'avais toujours pas de luxe. C'est là que j'ai ouvert mes chambres d'hôtes et mes hôtes me disent « Mais vous n'avez pas la vaisselle alsacienne ?» Et là, tilt, j'ai racheté la vaisselle alsacienne et alors là, je me suis lancée à fond en achetant vraiment tout ce que je trouvais, les pièces, des pièces rares, des pièces un peu plus anciennes. Voilà comment j'ai commencé. Ensuite, c'est ensuite que m'est venue l'idée de me dire « Mais Lux, on le connaît par les assiettes. Lux, il est dans toutes les familles alsaciennes. Pourquoi pas faire des broderies qui permettent de faire une belle table en mettant les assiettes et les motifs et une nappe brodée, puisque des nappes brodées chez les Alsaciens quand même c'est très fréquent, des nappes brodées et brodées au motif de la vaisselle. Et là où l'histoire est belle, c'est que vous êtes native de Sarreguemines. Absolument. Donc Lux, bien sûr, il était venu à Sarreguemines quelques mois pour faire ses dessins sur la faïence. Et effectivement, c'est une belle histoire parce qu'en fait, l'Alsace et la Moselle, ils ont partagé un destin commun. Et vous retraduisez ce passé commun. Donc c'est très beau. C'est bien, c'est un peu ce que je dis dans mon livre, ça, je m'en souviens bien. Je dis à Sarreguemines et la vaisselle. À Sarreguemines, on fait la vaisselle alsacienne et moi, je suis la fille de Sarreguemines qui écrit et qui décrit la vaisselle alsacienne. Voilà. Alors la renommée d'Henri Lux vient essentiellement, vous l'aurez compris, du service qui portait son nom. On disait Lux Service, qui devenait par déformation le service de luxe que l'on sortait aux grandes occasions. Henri Lux a mis l'Alsace dans nos assiettes en 56 dessins. 56 dessins, dont 4 ne seraient pas de lui. Alors effectivement, il y a des doutes sur 4 motifs de ce service parce qu'ils ne sont pas signés de la main de Henri Lux. Donc on ne sait pas si ces 4 motifs sont effectivement des motifs que Lux a dessinés peu de temps avant son décès ou est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui les a dessinés pour compléter le service. Alors je vous propose d'écouter cet extrait d'Henri Lux. Que serait la vaisselle Sarreguemines sans ce service aubernais dessiné par Henri Lux que chaque famille alsacienne ou d'origine alsacienne et que chaque salle des fêtes utilisait pour les grandes occasions. Bien qu'il soit essentiellement connu pour avoir décoré les assiettes du service aubernais, Henri Lux a produit beaucoup d'autres dessins, gravures, affiches, chocolat châle par exemple, et peintures. À la recherche de nouveaux motifs de décoration pour leur service de table, la faïencerie de Sarreguemines s'adresse dans un premier temps à Charles Spindler, un autre artiste alsacien bien connu. Mais celui-ci, trop occupé, recommande son ami Henri Lux. Cette collaboration avec la faïencerie commence en 1903 par une série d'assiettes lentilles. Assiettes plates sans rebord avec 2 orifices au dos pour les accrocher au mur. Les décors retenus sont des scènes d'une célèbre pièce de théâtre en alsacien, Der Herr Meer de Gustav Stockhopf. Alors Henri Lux a séjourné quelques mois à Sarreguemines. Les premiers objets décorés apparurent en 1903 sous le nom de Lux, jusqu'à ce qu'un aubergiste d'Aubernais souhaitait acquérir un service complet avec les sujets de Lux. Alors donc ça c'est une version. Une version. On n'est absolument pas sûr que ce soit la bonne. Moi, personnellement, j'ai des doutes. Et des doutes, pourquoi ? Parce que dans la vaisselle Sarreguemines, que je collectionne entre autres, il y a plein de noms de villages. Il y a Célestat, il y a Ricvire, il y a Ribeauvillé. Pourquoi on n'aurait pas simplement nommé un Aubernais sans que ce soit forcément l'aubergiste ? Mais c'est la version que donne Fernand Gastebois dans son livre à lui. D'accord, donc c'est intéressant de savoir qu'il y a une autre version. Alors on peut voir dans ces dessins aussi plusieurs vignettes. Alors il y en a combien ? 56 on avait dit. Oui. Voilà. Et vous, à un moment, vous avez parlé de l'histoire d'amour, donc page 116. Ça, c'est l'extrait que vous avez choisi. En fait, j'ai bien aimé les 4 images qui se suivaient, puisque ces 4 images, on sait que c'est toute une série, que ça raconte toute une histoire. Voilà, c'est ça. Et voilà ce qui me plaisait dans ces images, puisque la première assiette, qui fait partie d'ailleurs d'un grand plat ou de plein de petites assiettes, et l'amoureux qui voit partir dans les champs pour une fête de village voisin. Alors, certainement une fête de village importante, puisqu'il y a le drapeau.
Personnellement, j'ai marqué drapeau tricolore. Certains diront que c'est le drapeau blanc et rouge de l'Alsace. Oui. Alors, après, on voit toujours le même couple où il essaye de lui offrir un pain d'épices. Je pense qu'elle est un peu surprise de ce cadeau. Elle dit, attends, ça ressemble à quoi ? Dans un temps futur, dans toutes les fêtes du village, l'image suivante relate un peu les fêtes du village. Après le pain d'épices et le mesti, on va le soir à la guinguette. Les villages alsaciens sont transformés, les rues dans le temps étaient coupées et on mettait une musique, une fanfare. Et tout le monde dansait sur la place du village, dans les rues, etc. Ça correspond à la deuxième image qui correspond aussi à Erstein. Et dans la dernière image, on voit ce couple qui, après la danse et après la soirée, rentre en amoureux vers chez eux. J'aime bien parce que ça fait toute une chronologie d'images. C'est presque une BD. Voilà. En fait, il a inventé la série. Il a fait la première série peut-être, oui, la première BD ou la première série d'images. Oui, vous voulez... Oui. Non, c'est bon. Non, c'est vrai. Donc vous avez retenu ces images parce qu'en fait, ça racontait une histoire. Voilà. Moi, j'ai appris aussi en regardant votre livre qu'effectivement, alors j'ai appris qu'il y avait les coiffes. Selon les coiffes, on savait définir de quel village appartenaient les jeunes filles. Il y avait aussi la religion. Oui. Donc les catholiques n'avaient pas la même coiffe que les... donc on apprend tout ça. La même couleur, les jupes n'étaient pas de la même couleur. Oui. Donc en fait, c'est vrai que souvent les Alsaciens eux-mêmes ne pensent qu'il n'y a que le grand nœud. Oui. Mais en fait, Henri Lux sur ses assiettes, et ça permet justement d'introduire pour les gens qui ne sont pas alsaciens la possibilité d'avoir des autres coiffes. Puisque Henri Lux a dessiné les coiffes de l'Outre-Rhin, puisqu'il est souvent... il est né à Sesenheim, donc de là, il y a les petites coiffes à nœuds noirs. Le village à côté a des petites coiffes à nœuds rouges. Il a reproduit la coiffe de Korersberg, qui est blanche avec des fleurs. Et ça a permis d'avoir un cheminement pour l'histoire et pour les assiettes, et qui permet aussi aux gens de s'instruire un peu à ce niveau-là, quoi. Au niveau des coiffes, au niveau de ce qui existe en costume, le rouge pour les uns, la jupe verte pour les autres, les chaussettes blanches pour les jeunes filles, les chaussettes noires pour les femmes mariées. En fait, c'est une mine sans fin. En fait, il y a plein de livres qui existent là-dessus. Moi, j'en ai personnellement fait qu'une page parce que DMC m'a demandé de ne pas trop étaler tous les sujets de manière à pouvoir traduire dans d'autres langues. Mais je pense qu'il y a de quoi écrire plein de pages. Ouais. Oui. Alors Henri Lux a également peint l'Alsace et ses 4 saisons. Francine Zeil ne se contente pas de reprendre ses motifs, elle va jusqu'à se déplacer au lieu même où l'artiste s'est rendu pour peindre, pour mieux s'imprégner de l'œuvre et faire parfois de belles rencontres. Écoutez. Cette belle maison alsacienne, Henri Lux l'a dessinée devant une superbe maison de Zützendorf. Mon ravissement fut total lorsque, suivant les indications de Michel Weil, je découvre, retirée au coin du village, cette belle maison, plus belle que jamais. Le ravissement continue lors de la rencontre avec son propriétaire, M. Haus Alfred, un homme charmant qui m'invite à entrer. Je pus ainsi visiter cette maison qui est restée dans son jus. Alcôve, petit corlof, intérieur charmant et chaleureux. Bien sûr, assiettes, plats, brocs, du service luxe décore la maison. Je suis touchée de voir et de sentir le plaisir qu'éprouve ce charmant monsieur à partager ses trésors avec moi. Une belle rencontre. On ne peut que féliciter les propriétaires d'avoir entretenu cette maison avec autant de soin. Un bien beau patrimoine qui nous laisse à nous et à bien des générations encore. Merci. Est-ce que vous avez sillonné comme ça toute l'Alsace? Oui. Oui, vous avez fait ça. Oui. Ah bah, ça a dû prendre beaucoup de temps. Si j'avais eu plus de temps, si l'éditeur m'avait laissé plus de temps, j'aurais encore cherché, je serais encore venue sur Ziding prendre l'église, puisqu'elle existe toujours, ou du moins un clocher. Et voilà, j'aurais encore fait d'autres choses.
Alors vous partagez avec Henri Lux l'amour de l'Alsace et avec Thérèse de Dillemont, on n'en a pas parlé, on va en parler aussi. Alors celle de la broderie, la passion de la broderie. Alors qui est Thérèse de Dillemont? Je pense que vous pouvez en parler mieux que moi. Thérèse de Dillemont est tout simplement la personne qui a créé tous les motifs pour DMC. Et qui est vraiment la personne qui a fait DMC, puisqu'avant Thérèse de Dillemont, il n'existait pour ainsi dire que très peu de livres de broderie. Je les ai vus dans la collection de DMC, les quelques livres qui existaient, et elle a été, pareil, sillonner le monde entier, parce qu'elle n'a pas fait que des broderies alsaciennes, hein. Elle a fait des broderies turques, des broderies coptes, toutes sortes de livres de broderie de différents pays. Et elle était vraiment très prolifique en peu de temps, puisqu'elle est morte relativement jeune. Aussi, oui. Elle a écrit ce qui est la Bible de la broderie, l'encyclopédie de la... Je ne sais même plus comment ça s'appelle. Oui, je ne sais plus non plus exactement le nom, mais vous l'avez, cette encyclopédie? Oui, je l'ai en français, en allemand, en grande édition et en petite édition. Donc ça a été traduit en plusieurs langues aussi? Ça a été traduit en, j'ai oublié combien de langues, en 17 pays et 2 millions d'exemplaires. Alors je voulais vous demander aussi pourquoi ce fil DMC plutôt qu'un autre? Pourquoi? Il y en a très peu d'autres, pour commencer. Il y a très peu d'autres DMC que les fils DMC. À l'heure actuelle, on essaie d'introduire des fils d'autres pays, mais n'ont absolument ni la résistance du fil, ni la résistance surtout au lavage. Oui. Le fil DMC est toujours parti d'un coton d'Égypte, et donc d'une très bonne qualité. Et je crois que toutes les Alsaciennes ont toujours brodé DMC. Mais là, ça se produit encore parce que DMC Absolument. existe encore. Il me semble que Absolument, ça tout le n'existe monde plus. s'imagine que DMC n'existe plus. Sur mon blog, je me suis amusée à faire un reportage à l'usine de DMC. À Mulhouse? À Mulhouse, donc DMC existe toujours, du moins pour les fils. Ils ont abandonné la partie qui était création de modèles purs ou d'impression. Mais au niveau du fil, ils existent toujours. Donc ils fabriquent toujours encore du fil DMC? Ils font toujours du Toujours, fil DMC, d'accord. toujours sur la base de coton d'Égypte. D'accord, donc il faudrait regarder sur Internet et corriger, parce que quand on regarde ça, on a l'impression que tout est fermé et que DMC n'existe plus. Moi personnellement, j'ai mis des photos de l'usine et de ma visite perso d'usine. Alors donc la plupart des reproductions sont faites au point de tige. Pourquoi le point de tige? Alors, j'ai ma propre explication là-dessus. Il y a point de tige et point compté dans mon livre. Mais les Alsaciens brodaient essentiellement au point de tige, hein. Le point compté n'est arrivé que bien plus tard et a beaucoup d'adeptes parce qu'il est souvent plus facile d'avoir un modèle avec des petites croix que d'imprimer son tissu. Alors, ma version est la suivante, et je l'ai expérimentée, c'est pour ça que j'y ai pensé, c'est que si vous prenez un point compté en Alsace ou en Lorraine où il ne fait pas très clair, c'est très pénible à broder. Si vous prenez un point de tige, c'est-à-dire un motif imprimé sur un coton, et que vous allez dans le sud de la France avec le soleil, vous ne voyez plus le trait imprimé. Ah oui. Et je pense que c'est pour ça que certaines régions ont utilisé une certaine broderie, parce qu'elle était plus facile à broder. Ça s'adaptait. Voilà, ça s'adaptait plus. Après, moi, je trouve aussi que personnellement, un point de tige permet une convivialité que ne permet pas un point compté. Oui. Un point compté, vous êtes obligé de travailler seul, mais surtout d'avoir personne qui parle pendant le temps que vous comptez. Alors qu'un point de tige, vous suivez votre trait et vous discutez avec votre voisine, Konsequenz parfait. Ouais. Et de toute façon, il n'y a pas d'autre point qui peut s'adapter à la reproduction de ces motifs-là. Alors il y a le point compté, il y a le point lancé aussi. Oui. C'est-à-dire les motifs qui sont pleins, en broderie pleine. Voilà. Hein. Oui. Donc du il y en point a lancé, quelques-unes oui, aussi. Il y en avait quelques-unes. Des fleurs notamment. Oui, des fleurs essentiellement. Donc ça, c'est les deux motifs. Après, le point compté, moi je l'ai fait sur un style graphique, mais ça permet à celles qui ont envie de le reproduire au point de tige, de prendre le graphique et de suivre les croix pour obtenir très bien un motif à broder au point de tige. Voilà. Et alors pourquoi, alors là aussi, ce qui m'a marqué, pourquoi le fil bleu et le fil rouge? C'est simplement ces couleurs qui reviennent, il y a une raison à ça? En Alsace, déjà, l'Alsace était la première productrice de garance.
La garance était une plante sauvage qui poussait en Alsace. Après, en 19e siècle, l'Alsace a planté la garance, donc était devenue première productrice de la garance. DMC teignait son fil rouge le 321 avec de la garance, alors que le bleu, c'était du pastel. Le pastel était produit dans la région d'Albi. Très difficile à planter, il faut qu'une plantation sur 2 années. Par contre, il est aussi très difficile à extraire. J'ai entendu il n'y a pas longtemps une émission où il disait que même il fallait avoir des hommes qui urinaient sur la teinte et sur les racines pour extraire la couleur. Et pour les Alsaciennes, faire venir du pastel était coûteux, alors qu'elles avaient la garance à domicile. Et on voit la différence entre la garance ancienne sur une broderie et la garance actuelle chimique. La garance chimique, la couleur ne bouge pas. Par contre, les broderies qui sont faites avec du fil teint maison, elles sont devenues roses avec le temps. Elles ont un joli rose un peu soutenu. Et ça, on sait que c'est de la garance teintée avec une plante. Vous êtes vraiment une connaisseuse. Hein, je crois que ça n'a plus de secret pour vous, le fil DMC non plus. Alors, vous aurez aussi parlé du musée. Vous avez le musée à Gerstheim. Oui. Alors donc, vous êtes une grande collectionneuse et vous avez réussi à rassembler je ne sais pas combien de... Je ne sais pas non plus. Ben, on parle de... Est-ce que c'est de 700, c'est possible Oh ça, oui, disons que oui, certainement bien plus, puisque pour mon premier livre, on a fait 400 photos. 400 photos de 400 pièces. Oui. Donc, entre-temps, j'ai encore pas mal collectionné. Je sais qu'en nappe pure, en motif alsacien, j'en ai plus que 100. Mais alors, vous avez chiné Avec chaque, voilà, je chine toutes les brocantes. Je vais voir les Emmaüs, je vais aux bandes spéciales, le Croix-Rouge, des gens comme ça. Vous êtes la mémoire de la broderie alsacienne à vous toute seule. J'ai essayé de faire un premier livre qui est vraiment un livre de mémoire. Et je l'avais fait, mon premier livre, dans le but de la mémoire de la broderie alsacienne. Celui-là n'est venu vraiment qu'après. C'est vraiment le premier que je voulais faire, c'est celui qui permet de sauvegarder les modèles. Je me suis dit, bon, j'ai 60 ans passés, si demain il m'arrive quoi que ce soit, peut-être ma collection va disparaître. Peut-être tous ces motifs, eh ben, ils disparaîtront, puisqu'à force de les laver, de toute façon, ça s'use. Et donc, mon premier livre était surtout un livre de sauvegarde des motifs alsaciens. Alors, qu'est-ce qu'on peut trouver en dehors des napperons ou des nappes dans ce musée? Il faut rappeler que ce musée, est-ce qu'il se trouve bien à l'étage? En dessous, il y a le musée Lux. Non, pour l'instant, il est chez moi personnellement et que dans un temps futur, ce qui est en train, la commune est en train de transformer un bâtiment où le musée Lux aura un étage et la broderie alsacienne aura un autre étage. Ils ont déjà l'accord des finances, mais pour l'instant, ce n'est pas encore opérationnel. Mais là, donc, si on veut visiter votre musée, il faut aller où? Mon musée, on peut le visiter sur appel téléphonique. Sur appel téléphonique. Absolument, donc, il faudra qu'on laisse votre numéro de téléphone. Oui. Aussi, d'accord. Éventuellement, oui. OK. Et le musée Lux, il est à Gerstheim? Et le musée Lux, il est pour l'instant dans des cartons. Dans des cartons? Oui, puisque c'est pas encore non plus... La mairie a racheté toute la collection. D'accord. Mais la maison étant pas prête, il y a eu des contretemps, enfin bref. La commune a eu quelques contretemps, donc ça ne s'est pas fait aussi vite. Alors, à côté de ça, vous avez aussi des chambres d'hôtes, également à Gerstheim, et qui sont totalement aménagées au goût Alors, elles sont totalement aménagées en style alsacien, avec du linge ancien. Je n'utilise que des draps qui ont 80 à 100 ans, des housses, des dredons en kelch. Nous pouvons savoir qu'un kelch a toujours forcément pas loin de 100 ans. Alors le kelch, il faut expliquer ce que c'est, parce que même moi j'ai du mal à comprendre ce que c'est qu'un kelch. Un kelch, c'est un tissage alsacien très spécifique, comme vous en voyez dans mon livre, qui est en général bleu, blanc, rouge. Pareil, les 3 tons, soit il est tout bleu, soit il est tout rouge, enfin tout rouge, rouge et blanc, bleu et blanc, soit rouge, bleu et blanc. C'est un tissage de lin quand les gens étaient riches, un tissage métissé, c'est-à-dire lin et coton quand les gens avaient moins de moyens, et alors quand les gens avaient vraiment peu de moyens, il était tissé en coton entièrement.
Et ça s'appelait le bettelkelch, donc le kelch des mendiants, le tissu du pauvre, quoi. D'accord. Et ils servaient en fait, c'était pour Alors, au départ, ils n'avaient que usage domestique, lit, rideau et oreiller, point à la ligne. Après, on leur a donné plein d'autres fonctions, mais au départ, ça servait essentiellement à faire ce style de tissu, servait uniquement pour faire les lits, quoi. Et là, vous avez d'autres projets, Francine? Oui, il y en a un autre démarré. Un autre démarré sur l'Alsace, évidemment, mais plus vaste, c'est-à-dire pas que la broderie rouge, aussi de la broderie blanche, d'autres styles de broderie et des pièces alsaciennes anciennes que je reprends dans le livre. Alors, est-ce qu'on peut espérer que vous feriez un jour un livre sur la broderie lorraine? Ah, c'est mon vœu le plus cher, ça commence à s'entasser. C'est-à-dire qu'il faut quand même un certain nombre, je crois que pour l'instant je dois avoir 70 pièces, qui est très peu. Il faut au moins 300 pièces pour faire un livre. Mais j'essaye de chiner pour trouver des pièces lorraines parce que j'ai vraiment très envie. Oui, c'est plus rare, enfin pour moi du moins, parce que je me déplace moins en Lorraine pour chiner. Disons qu'il faut un certain nombre de pièces, mais j'ai très envie parce que quand j'ai créé un modèle de Lorraine il n'y a pas longtemps au Point de Croix, parce que je fais encore des motifs en dehors des bouquins que je revends, et il a très très bien marché dès le premier jour, donc je pense qu'il y aura de la demande. Au niveau de la Lorraine, il y a des gens qui ont aussi envie de broder leur pays. Il y a même des Bretons qui m'ont demandé, des Normands, de reproduire leur propre broderie à elles. Voilà. Francine Zeil, on arrive à la fin de cette émission. Alors merci déjà d'être venue. Et je suis sûre que dorénavant, quand les gens vont manger dans des assiettes au Bernay, ils les regarderont d'un autre œil. Et peut-être même qu'ils vont se mettre à broder ces motifs que vous présentez si joliment. Merci beaucoup. Voilà, mais avant ça, je vais vous demander après de rejoindre le tableau et d'écrire peut-être quelques lignes. Alors peut-être ce qui sera le début d'un prochain livre ou bien une pensée. Enfin, je vous laisse libre d'écrire sur ce tableau ce que bon vous semble. Et quant à nous, bien sûr, on se retrouve dans une prochaine émission Entre les lignes. À bientôt. Mosaïque vous remercie de votre fidélité.